Il est aussi à l'hôpital de Hull depuis 1994 et il a fait ses études à Ottawa et à Los Angeles. Donc, merci. À vous. Alors, bonjour. Je voudrais commencer par remercier l'association pour m'avoir invité pour venir parler des maladies auto-immunitaires. Maintenant, le sujet des maladies auto-immunitaires, c'est un sujet qui est très vaste. Puis, je ne pense pas que faire une présentation formelle, un survol, ça aiderait beaucoup. Alors, j'ai pensé que ce serait plus utile de faire quelque chose d'interactif, de questions-réponses. J'ai amené des tableaux pour écrire, pour dessiner. Puis, on peut commencer par choisir, disons, trois. Je sais qu'il y a plusieurs différentes maladies auto-immunes dans la pièce. On peut soit parler, on pourrait choisir quelques maladies puis quelques thèmes, ou, que ce soit traitement, que ce soit symptômes, que ce soit effets secondaires, des traitements. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions de thèmes qu'on aimerait qu'on discute? Oui? Le Guillain-Barré. Guillain-Barré. La myasthénie. La myasthénie. Le Steinhardt. Steinhardt. On peut parler de Steinhardt. Ce n'est pas une maladie auto-immunitaire, mais on peut en parler. Pardon? Les grèves amyleux-barrés. Oui. Oui. Oculopharyngée. Oculopharyngée. OK, alors on va faire une liste. Alors, on a 2 dystrophies musculaires. Allô? Non, c'est bien, non? Alors, on a la Steinhardt. Les Steinhardt, c'est les myotoniques type 1. Il y a un type 2 maintenant. Puis les oculopharyngiens. OK. Puis on a parlé, dans les maladies auto-immunitaires, il y a la myasthénie. Puis il y avait le Guillain-Barré. En anglais, c'est GBS. Là. Alors, d'autres? Duchenne? OK, Duchenne, c'est une autre dystrophie. On va mettre Duchenne. OK. D'autres choses? Y a-t-il quelque chose en particulier dans ces maladies-là qu'on veut qu'on discute? La différence. La différence? OK. Les traitements. Les traitements? OK. Alors, on peut dire la différence entre ce groupe-là et ce groupe-là? Oui? OK. Puis les traitements? Il y a des instruments aussi qui puissent nous aider. Ça dépend de... Ben, moi, j'essaie souvent de misère à me lever, comme cette chaise-là, je ne suis pas capable de me lever, je sais pas loin. Oui, mais ça dépend de la... Il y a des... OK, alors la réhabilitation. Attends? Vous parlez de réhabilitation? Non. Non. Je D'aide. Alors, dans les traitements, il y a les... OK, il y a des médicaments, puis il y a les physio, puis les aides aussi. OK. Alors, si on commence par la différence. Si on dit, OK, alors on parle des dystrophies. D'un côté, puis on parle de auto-immune. Auto-immune, c'est ces deux-là. Là. Myasthénie, Guillain-Barré, il y a aussi CIDP, MMNN. Il y en a qui ont ça ici. Là. On peut... Alors, les dystrophies, c'est génétique. C'est héréditaire. Maintenant, est-ce que c'est autosomal? Il y a différentes façons de... Ça peut être récessif, ça peut être dominant, ça peut être relié au chromosome X. Comme si on parle de Duchenne, c'est relié à la mutation.
Alors, quand on dit c'est génétique, c'est un problème avec le code de l'ADN. Quand le code qu'on reçoit en tant que fœtus n'est pas normal. Il y a un problème dans le code. Alors, ça fait que soit qu'on produit, on manque une protéine, soit qu'on produit une protéine qui n'est pas normale. Ou on manque un enzyme qui fait que ça cause des problèmes dans le fonctionnement de la cellule. Alors, dans les dystrophies, si on parle de Duchenne en premier, ça c'est relié sur le chromosome X. Alors, les hommes ont un chromosome XY, puis les femmes ont un chromosome XX, ils en ont 2. Alors, ça veut dire que ça affecte juste les hommes. C'est transmis par la mère au fils. Quand ça va de la mère à la fille est porteuse. Mais elle ne l'a pas, mais elle peut avoir, il y a certains cas qui peuvent avoir des symptômes. Ils peuvent avoir un petit peu de symptômes, pas beaucoup. Pas comme les garçons. Dans les Steinert, Newtonic type 1, c'est autosomal dominant. Ça veut dire que c'est donné soit par le père, soit par la mère, puis chaque enfant a 50% de chance de l'avoir. Puis la mutation, dans les deux, les Steinert et l'oculopharyngien, lui aussi des dominants, c'est ce qu'on appelle un trinucleotide repeat. Ça veut dire que l'erreur, la mutation, c'est une répétition des acides nucléiques dans le code. Alors, dans les Steinert, c'est un CTG. Alors, c'est 3 blocs, disons, qui se répètent. Puis la mutation, là aussi. Puis quand ça passe d'une génération à l'autre, ça a tendance à s'allonger. Ça s'allonge. Alors, typiquement, le problème est plus grave d'une génération à l'autre. Typiquement. Pas nécessairement, là, mais typiquement. Alors, c'est ce phénomène d'amplification. Puis on voit ça dans les oculopharyngiens aussi. La mutation a tendance à s'allonger. L'erreur devient de plus en plus importante. Dans les Duchenne, ça résulte qu'ils ne produisent pas la dystrophine. Si la mutation, alors quand la mutation cause l'absence de la protéine, qui est la dystrophine, puis la dystrophine est une protéine dans l'enveloppe du muscle, ça fait que le muscle est fragile, puis il brise. Mais si la mutation cause une production de protéines plus courte, anormale, alors on a encore la dystrophine, mais pas normale, mais là on a une maladie qui est moins sévère, qu'on appelle la maladie de Becker. Alors c'est comme les Duchenne, c'est juste les hommes, mais leur atteinte est moins sévère. Alors ça dépend de la mutation. Alors, ça c'est héréditaire. Les auto-immunes, c'est pas héréditaire. C'est pas parce que votre père ou votre mère là, que vous allez l'avoir ou que vous allez le transmettre à vos enfants. Ceci dit, il y a des prédispositions dans la famille qui pourraient être transmises, avoir des maladies auto-immunitaires. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que maman a des problèmes de thyroïde, la fille a le lupus, puis le frère, la cousine a l'arthrite rhumatoïde. Alors, des maladies, on pourrait avoir une prédisposition, mais ce n'est pas héréditaire comme les dystrophies. Donc, ça, c'est la grosse différence. Ça, c'est dégénératif. C'est là dès la naissance, mais ça se manifeste à différents âges, dépendamment de la maladie. Les Duchenne, ça commence pendant qu'ils sont... ça se voit pendant qu'ils sont des tout petits, là, 2-3 ans, ça commence à se voir. Les Steinert, il y en a, dépendamment du type de la mutation, il y en a qui n'ont jamais de symptômes, puis il y en a qui l'ont dès la naissance. Alors c'est très variable. Oculopharyngien, si on est pour avoir une dystrophie, ça c'est probablement la meilleure à avoir. Pas pour minimiser, là, mais
mais les gens commencent à remarquer des symptômes dans la cinquantaine typiquement. Puis ça se manifeste par les paupières qui tombent, puis la difficulté à avaler, puis les changements dans la voix. Dans la minorité, ça peut aussi affecter les bras et les jambes. Mais ça commence plus vieux, puis ça cause des problèmes plus vieux. Tandis que le Duchenne, c'est quand ils sont tout petits, puis ça peut être fatal. C'est souvent fatal, Duchenne. Steiner, tu as une grande gamme de manifestations. Auto-immune, c'est quelque chose qu'on attrape. Ça se développe, on ne pas attrape, mais ça se développe au courant de notre vie. Ça peut commencer à n'importe quel âge. Typiquement, ça affecte les hommes comme les femmes. Certaines maladies, il y a un petit peu plus d'hommes, d'autres maladies, il y a un petit peu plus de femmes. Généralement, il y a plus de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Dans les maladies auto-immunes. Dans l'auto-immune, alors, le problème, c'est le système immunitaire qui s'attaque à une partie du corps. Alors, si on parle de système immunitaire, le système immunitaire, c'est très complexe. Hein? Alors, ça nous protège contre les infections, ça nous protège aussi contre les cancers. C'est fait pour s'adapter. Puis, typiquement, les problèmes, on peut dire dans les globules blanches, il y a les lymphocytes. Puis ceux-là, on les divise en les lymphocytes T, puis les lymphocytes B. Puis les lymphocytes B, c'est eux qui produisent les anticorps. OK? Ça, c'est typiquement, quand on parle de maladie auto-immune, ça implique les lymphocytes. Il y a plusieurs types de globules blanches, neutrophiles, monocytes, éosinophiles. Mais c'est les lymphocytes qui sont impliqués le plus dans les maladies auto-immunitaires. On les divise soit en T ou en B. Puis les B éventuellement produisent des anticorps, qui sont des protéines qui se lient à l'acide. Typiquement, on pense souvent, ce qui arrive, c'est que le système immunitaire reconnaît une partie d'un virus. Disons, alors, si reconnaît une partie, il y a disons pour le Guillain-Barré, c'est un bon exemple. Alors, si j'efface ça là, alors la théorie, c'est qu'il y a une réaction croisée. On a un virus, disons qui est comme ça, puis il y a une partie ici, là. Puis alors on va dire que ça c'est un virus, ça c'est pas vraiment, mais juste pour exemple. Alors dans les Guillain-Barré, la majorité ont une infection qui précède le Guillain-Barré. Puis on pense que les gens ont l'influenza, disons, ou ils ont un campylobacter. Là, le système immunitaire reconnaît cette partie ici et dit « Ah, c'est comme ça qu'on se dirige, alors les anticorps sont dirigés, les lymphocytes T se dirigent vers là pour détruire le virus. » Mais une fois que ça c'est parti, quelques semaines plus tard, disons ça c'est la myéline, il voit la même partie ici. Ça ressemble à ça. Alors, c'est une réaction croisée. Ils se disent bien, oh, le virus est encore ici. Alors là, ils commencent à s'attaquer. Les T, puis les B, puis les anticorps. Mais c'est la myéline. Alors, d'où la destruction de la myéline, puis les nerfs qui sont en dessous, et ça produit le Guillain-Barré. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune? C'est auto-immune. Oui, mais c'est pas dystrophie musculaire, là, mais ça rentre là? C'est dans auto-immune, mais c'est le système nerveux central. La myéline dans les nerfs périphériques. Périphérique, ça veut dire à partir du cou, la colonne en sortant, là, dans les mains, les jambes, c'est fait par des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann. Tandis que la myéline, dans le système nerveux central, ça veut dire le cerveau, puis la moelle épinière,
c'est fait par des cellules qu'on appelle des oligodendrocytes. Alors, c'est de la myéline, mais c'est pas exactement pareil. OK. C'est deux différents types de cellules. Alors, il n'y aurait pas les mêmes composantes. Tu sais, la partie qu'on reconnaît, là, ne sont pas faites pareil, la myéline. Centrale puis périphérique, c'est pas la même chose. Alors, mais oui, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immunitaire. Puis on pense que le candidat à la mode là, pour le virus qui cause la réaction croisée, ce serait peut-être le virus de la mono, le EBV. On pense. Il semble que les enfants qui ont développé la sclérose ont aussi été exposés au EBV, le virus de la mono. Mais comme adultes, dans la pièce, plus que 90% de nous a eu le virus. Mais on n'a pas eu la mono, mais on est porteur du virus. OK. Alors, si on parle plus spécifiquement, là, alors l'auto-immune, c'est pas héréditaire. On l'a attrapé, ça. Là, pour la myasthénie, le problème, ben, si on fait un dessin, là, alors le nerf, donc ça c'est un bout d'un nerf qui vient au muscle. Alors le nerf relâche un produit chimique qui est l'acétylcholine. Alors ça va aller au récepteur sur le muscle. Puis après ça, ça va se lier dans le récepteur. Ça va causer des changements au niveau des ions, sodium, calcium, puis ça va causer une dépolarisation puis la contraction du muscle. OK, ça c'est la jonction neuromusculaire. Okay. Alors, probablement, on parle de myasthénie. Alors, dans la myasthénie, le problème se trouve à la jonction entre le nerf et le muscle. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on développe des anticorps qui vont venir s'attacher ici, puis bloquer le récepteur. Alors, l'acétylcholine ne peut plus se lier, ou ils vont même détruire le récepteur. Alors là, la transmission ne se fait pas, puis on est paralysé ou on est faible. Parce que le message ne passe pas entre le nerf au muscle. Puis là, avec les anticorps, bien, il y a aussi des lymphocytes T qui s'intègrent. Alors, maintenant, pourquoi? Puis on peut mesurer ces anticorps-là. On peut aussi avoir des anticorps à d'autres protéines, là, les nouveaux qu'on parle, là, les MuSK aussi, puis il y en a d'autres, Agrin, puis ça, on ne peut pas les mesurer. Mais ceux qui ont la myasthénie, la majorité ont ces anticorps-là, c'est mesurable. 80%, on peut mesurer les anticorps dans le sang, puis l'autre, on peut mesurer des anti-MuSK aussi. Alors ça, on n'est pas né avec ça, ça commence, on pense, déclenché par un stimulus infectieux, mais ça reste. Une qualité du système immunitaire, c'est qu'il se souvient, il n'oublie pas. Alors, quand on a une infection, la prochaine fois qu'on a une infection, on s'en souvient. D'où, c'est comme ça que les vaccins fonctionnent. Alors, le corps n'oublie pas que une fois qu'on a une maladie auto-immunitaire, ça a tendance à rester. Pas toujours, des fois ça s'en va. Mais, là, une autre différence. D'autres différences. Ça se mesure par quoi? Par une prise de sang? Oui. Et puis c'est de là qui est déterminé la quantité d'immuno? Non. Non? Non. Mesurer combien d'anticorps qu'on a, ça l'aide. Le montant ne nous aide pas vraiment, là. C'est juste si c'est là ou c'est pas là, pour le diagnostic. Ça ne nous aide pas par la suite pour comment on quantifie le traitement. Okay, ça fait juste démontrer que vous avez des anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine. Puis ça, c'est pathologique. C'est ce qu'on voit dans la myasthénie. Ça fait partie du diagnostic. Dans certaines formes de Guillain-Barré, certaines variantes, parce que le Guillain-Barré, il y a plusieurs variantes. La majorité, c'est
Plus que 80%, c'est la forme standard, là, avec la faiblesse qui est ascendante. Là, commence dans les jambes, ça monte, avec un peu d'engourdissement, peut-être de la douleur, peut-être des changements autonomes. Mais il y a des sous-groupes, puis dans ces sous-groupes-là, on peut trouver des anticorps aussi qui identifient la maladie. Donc, il y a un anticorps anti-GQ1B. Pardon? 13 engourdi. Oui, J'ai eu le Guillain-Barré en janvier. oui, Ça fait 9 mois. oui. J'ai pas d'amélioration dans mes mains. C'est très, très engourdi, avec de la douleur. Oui, la majorité des gens récupèrent du Guillain-Barré. Oui. La majorité, disons, à 8, 9 mois, 12 mois, ont récupéré quasi normal, pas toujours, mais la minorité demeure avec des séquelles importantes. C'est ma crainte. Ouais, mais c'est 9 mois, il y a encore du temps à récupérer. Guillain-Barré, quel est est-ce qu'on entend que le vaccin de la grippe Oui. pourrait causer le Guillain-Barré? Oui, C'est vrai. oui. Parfait. Mais, c'est un gros mais. Alors, si on... oui, on a parlé que le Guillain-Barré, dans les maladies auto-immunes, il faut avoir une prédisposition génétique, puis il faut avoir un déclencheur. Souvent, c'est une infection, mais ça peut être un vaccin. Ça peut être une chirurgie. Ça peut être un gros stress. Alors, dans 70%, on peut identifier dans les formes sévères, c'est une diarrhée au campylobacter. Ça, c'est commun en Chine, là, mais il y en a ici. Dans les formes sévères de Guillain-Barré, c'est du campylobacter, c'est une diarrhée, une bonne grosse diarrhée qui précède quelques semaines avant le début des symptômes. Mais les vaccins, pour l'influenza, le risque de causer un Guillain-Barré, c'est 1 sur 1 million. Alors, c'est là. C'est vrai que ça peut augmenter les chances d'avoir le Guillain-Barré, mais c'est minime. Le risque dans la population normale, c'est le risque normal, là, c'est 1 sur 100 000 par année. Alors, on est 400 000 dans la région, mais disons, je dois être plus exact, là, c'est 1 à 2, disons. 1 à 2. C'est 1,5, 1,8. Alors, par année, alors disons, dans l'Outaouais, si on est 400 000, on devrait peut-être avoir une demi-douzaine de cas, en moyenne, par année, de Guillain-Barré. Maintenant, il y a des gens qui ont les Guillain-Barré qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai vu des Guillain-Barré, puis on les a suivis, on les a traités, puis suivis en externe. C'est léger. Il y a un tiers des Guillain-Barré qui ont besoin de l'aide en ventilateur. Oui, ça, c'est les cas les plus sévères. Il y a un tiers qui ont besoin des ventilateurs. Mais dans les cas plus sévères, il y a encore de la mortalité. Alors, le risque, avoir l'influenza nous donne plus de risque d'avoir le Guillain-Barré que de prendre le vaccin et pas avoir l'influenza. Alors, la question est complexe, mais c'est mieux de prendre le vaccin. Pour ceux qui ont eu un Guillain-Barré, est-ce qu'on devrait donner le vaccin? Ça, c'est une question compliquée. Je dirais, donnez-le à tout le monde autour de vous. pour pas que vous ayez l'influenza. OK? Maintenant, c'est probablement correct, mais théoriquement, le risque pourrait être plus que 1 sur 1 million. Mais le risque n'est pas dans toutes les maladies de muscles.
Juste de celle-là? On parle juste de vaccins, puis le Guillain-Barré. OK. Maintenant, est-ce que les vaccins causent d'autres maladies auto-immunitaires? C'est un gros débat, ça. Récemment, il y a eu la H1N1 a causé des cas de Guillain-Barré, mais encore, c'est dans l'ordre de 1 ou 2 sur 1 million. Alors, tandis qu'on pense que la H1N1 la mortalité que ça a causé, je pense qu'il y a eu quelques centaines de cas qui sont morts. Alors, c'est toujours un faut peser les pour et les contre. C'est jamais un free lunch, non. Il y a toujours un risque. Mais il y avait récemment, il y a aussi avec le H1N1, le vaccin, il y a eu une petite épidémie de narcolepsie. C'est une maladie du sommeil. Puis alors mais c'était d'origine auto-immunitaire. Alors il y a eu une augmentation transitoire dans cette maladie-là causée par le H1N1. Alors c'est très encore controverse. Pour les vaccins, en ce qui concerne le lien les vaccins et l'autisme, ça c'est pas vrai ça. Okay. Il y avait une autre question? C'est correct, j'avais répondu à ma question. OK. Oui? Dans une dystrophie musculaire, dans la même famille, comme mon père est atteint, moi je suis atteint, puis ma petite sœur, c'est-tu officiel qu'on a tous le même type? Vous avez la même... Moi, je m'ai fait diagnostiquer, j'avais 20 ans. Ma petite sœur avait 17 ans. Puis mon père a commencé à avoir ses symptômes à 65 ans. Puis c'est quel genre de dystrophie? Bon, je ne sais pas. Le docteur Ali m'a toujours dit que c'était scapulo-huméral. Ah, OK. C'est fascio-scapulo-huméral. Okay. Oui. Ça aussi, c'est autosomal dominant. Il y a différentes mutations, là. Mais, alors, vous dites... Alors, votre père l'avait. Alors, ça, c'est le mère. Quand on fait des petits diagrammes, voyez-vous? Oui. Oui. La mère, le père, les enfants. Ça, c'est vous. Avez-vous des frères et des sœurs? J'ai 2 frères et 2 sœurs. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont? Ma sœur la plus jeune. OK. Puis, les autres? Non. 2 qui l'ont pas. 2 frères, 2 sœurs. Oui. OK. Alors, le père là, un garçon, une fille là, puis vous avez aussi des enfants qui l'ont? Non, moi j'ai 2 filles, puis ils n'ont pas de symptômes, puis une de 22 ans, puis l'autre de 24 ans. OK. Alors, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'autosomal dominant, là. Le père le transmet aux enfants, ils ont chacun 50% de chance de l'avoir. Alors, ça veut dire qu'en moyenne, la moitié des enfants l'auraient. Puis il y en a 2 des 5 qui l'ont. Ça veut dire, moi, dans mes 2 filles, qui sont dans la vingtaine, ils pourraient développer une dystrophie musculaire d'une couple d'années. Bien, le fascio-scapulo-huméral, d'habitude, les gens sont symptomatiques dans jeune adulte, adolescence. Mon père, il a eu ses premiers symptômes à 65 ans. Oui, il y a des exceptions à la règle, mais typiquement, ça a tendance à s'aggraver d'une génération à l'autre. Mais c'est vrai que dans la même famille, on peut avoir ce qu'on appelle des différents phénotypes. Pas tout le monde est affecté pareil. Ça dépend de la mutation, ça dépend de l'expression de la mutation. Alors, je dirais que, ils peuvent vérifier si les filles l'ont. Ça se teste génétiquement. Prise de sang. Ça se teste génétiquement? Oui. 2 petits-enfants, une petite fille de 4 ans et un petit-fils d'1 an, eux aussi, on peut les faire tester. Oui, mais c'est... S'ils testent le parent et que le parent ne l'a pas, les petits-enfants ne l'auront pas. Exact. Ça ne donne rien de faire les petits. Fais le parent. Si ma fille a 2 enfants, si elle ne l'a pas, il n'y a pas de danger que ses enfants Non. Exact. Non. Ouais. Si tu fais tester les enfants trop jeunes, tu leur mets une pancarte dans le dos. À ce moment-là, ils n'ont plus droit d'assurance, ils n'ont plus droit de des affaires. Exact. C'est une discussion. On a souvent la discussion est-ce qu'on devrait tester les enfants pour une maladie auquel on peut pas, il n'y a pas de traitement. C'est du cas par cas.
Il y a des pour et des contre. Ça peut aider à l'école pour avoir de l'aide. Mais 2, c'est vrai que surtout que le diagnostic est fait, plus assurable, il y a des emplois qui vont se fermer. Puis... Quand ma fille est tombée enceinte de son premier bébé, elle était à l'hôpital pour enfants, au centre de génétique. Elle a eu une prise de sang pour voir si elle était atteinte. Et puis, la madame n'a pas voulu y faire parce qu'elle n'était plus assurable. Là, ils ont fait des tests sur moi. Alors, c'est des tests génétiques, c'est quelque chose qui est délicat, qui doit être fait avec beaucoup de discussions avant. C'est du cas par cas. Mais oui, ça existe pour les fascioscapulo-humérales, les tests génétiques. Ça n'existe pas pour toutes les formes de dystrophie. Puis dans les fascioscapulo-humérales, j'ai des patients qui ont commencé à l'âge adulte, dans la quarantaine, puis on n'a pas tous les tests pour toutes les formes de fascioscapulo-humérales. Il y en a qu'on ne peut pas tester encore. Et sur les personnes plus âgées, parce que mon mari, disons, il fait de la myotonie. Mais lui, il a eu des symptômes beaucoup plus tard, mais c'était pas connu non plus, là. Tu sais, certaines personnes, c'était pas connu. Alors, quand ils ont dit qu'ils faisaient de la myotonie, là, on a dit, c'est pour ça que tu ne peux pas faire 2 tours de rond en patin parce que tu es fatigué. Tu sais, là, tu as vu des symptômes. Oui. Mais c'était pas connu, donc personne ne savait. Alors, tu avais de la misère, mais tu avais de la misère, puis c'est tout. Mais, crois-moi, tu as tes enfants, puis ils commencent bien jeunes, c'est pas tout. Non. Et c'est pour ça que je disais, le monsieur, il dit son père a 65 ans. Peut-être que la maladie n'était pas connue avant, donc. Il y a cet élément-là aussi. Les gens, il y avait moins accès, c'est moins connu, puis les médecins étaient moins connaissants aussi pour. Mais ça arrive où les gens. Je vois quelqu'un qui a un Steiner. Ça arrivait souvent là. Disons un jeune homme ado, un adolescent, 17 ans. C'est clair qu'il a le Steiner, mais tu regardes les parents, puis tu ne peux pas dire qui lui a donné. C'est juste en faisant les prises de sang. Ça veut dire que le parent a une petite mutation. Puis lui aura pratiquement jamais de problème, à moins que beaucoup plus tard. Tandis que l'enfant a une plus grosse mutation, puis ça l'affecte plus jeune. Ça peut arriver comme ça, c'est pas nécessairement un parent qui peut le donner à l'enfant. Comme moi, mon garçon, il a la dystrophie Duchenne, mais tu sais, on ne sait pas encore. Oui, c'est vrai. Il y a, chez les Duchenne, dans d'autres maladies génétiques, il y a des mutations de 2 possibilités. Soit que c'est dans les ovaires, la mutation, c'est limité au germ cell line, qu'ils appellent là. C'est juste dans les ovaires, ça n'affecte pas le reste. Ou c'est une mutation spontanée dans l'embryo. Quand ça s'est fait, là, il y a eu une mutation. Alors, c'est important d'essayer de distinguer entre les deux, mais oui, ça peut arriver. Puis je pense que, si je me trompe, il y a peut-être 1/3 des Duchenne sont spontanés. Ça arrive. L'autre maladie qui a beaucoup de ça, c'est les neurofibromatoses. Le Elephant Man. Ah oui. Oui. Eux aussi ont beaucoup de mutations spontanées. Alors, les parents ne l'ont pas. Même, je dirais, la plupart des patients, les parents ne l'ont pas. Mais c'est juste l'enfant qui est là. Alors, ça a des implications pour si on va avoir d'autres enfants ou non. Mais dans les Steiner, il y a toujours trouvé des parents. Dans les fascioscapulo-humérales, je l'ai toujours trouvé des parents. Puis oculopharyngé aussi. Oui. Puis si quelqu'un ne l'a pas, il ne peut pas le donner. Si ça arrête Exact. là, ça Oui, arrête là. c'est ça. Si on l'a ou on ne l'a pas. C'est ça. Mais disons, moi j'ai 3 enfants. Si les petits-enfants, là, je veux dire, on est mieux de tester mes enfants à moi, les grands, pour savoir s'ils l'ont, que tester leurs enfants. Ben oui, Hein? oui. Parce exact. que si, ma fille, si elle ne l'a pas, elle ne donnera pas à ses enfants. Oui. Un autre ne lui donnera pas, alors on sait s'il l'a ou s'il ne l'a pas. Là. Oui, assumant que ce n'est pas le conjoint. Ben là, le conjoint, mais il y en a toujours dans la famille. Tu ne te trompes pas, il y en a tout partout, des cousins, cousines, mon oncle, ma tante, et c'est familial.
Souvent, une fois qu'il y en a un dans la famille qui le sait, puis on regarde, ah oui. On les reconnaît tous. Oui, pour les oculopharyngiens, oui. Ça. Oui. Oui. Alors, si on revient à... On parlait de traitement. Pour les neuromusculaires, les maladies auto-immunes, pour les dystrophies, le traitement en ce moment, c'est un traitement de support, mais il y a de la recherche qui est très intéressante, qui s'en vient, des traitements où ils pensent qu'ils peuvent affecter la lecture de l'ADN. Ça veut dire que les ribosomes, c'est eux qui s'occupent de lire l'ADN dans la cellule, puis il y a des médicaments qui pourraient aider à sauter la mutation. Ça semble marcher dans les modèles animaux de Duchenne. Alors là, je ne sais pas où ils sont rendus avec les humains. Alors c'est très intéressant. Mais en ce moment, dans les Duchenne, on peut donner des Flazocard, une forme de stéroïde, mais ça fait juste ralentir un petit peu. Les autres dystrophies, c'est un traitement de symptomatique. On peut aider les symptômes, on peut intervenir de la chirurgie ou des suppléments ou de l'aide. On traite les complications. Pour mon type de dystrophie, il n'y a aucun traitement. Il n'y a pas de traitement qui change le cours de la maladie en ce qui concerne les dystrophies. Il y a des maladies héréditaires maintenant où on est capable de remplacer ce qui manque, comme les Gaucher, comme les maladies de pompe, qui est une maladie musculaire. Ce n'est pas une dystrophie, mais c'est une myopathie. On peut remplacer l'enzyme. Puis là, alors la technologie, la biotechnologie permet de remplacer ce qui manque, puis de le donner. Alors, ça s'en vient pour les maladies héréditaires. Mais pour la dystrophie, à part la recherche dont je vous ai parlé, là, en ce moment, il n'y a pas de traitement qui change le cours de la maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider. On peut aider avec l'entraînement, on peut aider avec des aides comme les fauteuils. Les Steiner ont souvent des problèmes cardiaques, oculaires. Alors, les fascio-scapulo-humérales, des fois, on les prend avec les yeux. Alors, il faut aider dans les autres complications. Souvent des problèmes de sommeil aussi, beaucoup d'apnée de sommeil chez les dystrophies. Alors, ça vaut la peine de vérifier. Maintenant, les maladies auto-immunitaires, là, on peut plus intervenir parce que c'est le système immunitaire qui cause le problème. Alors, on peut moduler le système immunitaire. On avait parlé que c'était les lymphocytes. Alors, il y a les lymphocytes puis il y a les anticorps qui sont les problèmes. Là, les traitements pour l'auto-immunitaire, ça se divise en... On a la plasmaphérèse, il y a le corticostéroïde, il y a les immunoglobulines intraveineuses. Puis, il y a une autre catégorie qu'on va appeler les immunosuppresseurs. OK, j'ai mal. Dans la forme de chimio, c'est les immunosuppresseurs. Qui a déjà eu la plasmaphérèse ici? Y en a-tu qui l'ont eu? Non? OK. Plasmaphérèse, essentiellement, c'est qu'on filtre le sang à travers une machine, on enlève les anticorps, on enlève les protéines, on enlève les cytokines. C'est comme une dialyse. C'est quelque chose qu'on fait dans la phase aiguë. C'est pas pratique dans la phase chronique. On a tous les problèmes qu'on a avec la dialyse. L'accès, les infections, les problèmes de plaquettes, les problèmes de sang, de calcium. Alors, on garde ça souvent pour la phase aiguë. Une crise myasthénique. On peut faire de la plasmaphérèse. Ça va enlever les anticorps. Les corticostéroïdes, la prénisone, il y en a ici qui l'ont pris.
Les immunoglobulines, il y en a plusieurs qui en prennent. Puis les immunosuppresseurs, c'est de la chimio, il y en a plusieurs sortes. Il y a l'Imuran, qui est un vieux, méthotrexate, cyclophosphamide. Le Rituxan est plus nouveau. Il y a du Prograf. Alors, ça c'est des médicaments qui diminuent le système immunitaire. Alors, les stéroïdes, ça diminue le système immunitaire, ça diminue la réaction immunitaire, l'inflammation. Plasmaphéreses, ça enlève les choses. L'immunosuppression, c'est de la chimio. Ça diminue les globules blanches, ça diminue les anticorps. Les immunoglobulines, ça c'est quelque chose qui est très pratique, très efficace, mais qui coûte très cher. Pour les Guillain-Barré, on traite avec soit la plasmaphérèse, soit les immunoglobulines. Oui, parce que c'est tellement plus facile à donner. Il y a moins de complications qu'avec la plasmaphérèse. Alors, pour les immunoglobulines, qu'est-ce que c'est? C'est des immunoglobulines. Alors, c'est quoi ça? C'est des anticorps. Alors, essentiellement, on prend des milliers de transfusions de sang, que des milliers de personnes ont donné du sang, ils enlèvent, quand on donne du sang, ils le séparent. Ils prennent les globules rouges et ils mettent dans un sac. Ils prennent des plaquettes et ils séparent. Le sérum, ils l'enlèvent. Puis dans le sérum, ils vont aller chercher les immunoglobulines, qui sont les anticorps. Il y a différentes sortes d'anticorps, mais là, on se limite aux IgG. Puis, alors, c'est les... on va faire plus de place, là. Alors, les anticorps, vous vous souvenez, c'est... C'est ça, le schéma de ce que ça a l'air. C'est une protéine qui est produite par les plasmocytes, les lymphocytes B, puis c'est impliqué dans le système immunitaire. Alors, il y en a différentes sortes, IgG, IgM, IgA, IgA. Dans les immunoglobulines, c'est du IgG. Dans les IgG, il y a des IgG 1, 2, 3, 4. Il y a différentes catégories. Il y a un petit peu de IgA, un petit peu de, je pense, de IgE, mais peut-être un peu d'IgM, mais je pense pas. Mais c'est juste, primordialement, c'est du IgG. Puis, maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? On n'est pas trop certain, comme bien des choses en médecine, là, mais on pense que ça fonctionne de deux façons. Bien, non, il y a plus que deux théories. Un, c'est que quand on a les immunoglobulines de milliers de personnes dans une transfusion, on a plein d'anticorps qui vont... Tout le monde produit des auto-anticorps. On a des anticorps contre nous, des anticorps contre les anticorps. Alors, quand on donne ça en grosse quantité, c'est une grosse soupe, ces anticorps-là vont aller neutraliser les méchants anticorps. Alors, comme en myasthénie, les anticorps contre les récepteurs d'acétylcholine, bien, dans la soupe qu'on donne, il y a des anticorps anti-anticorps d'acétylcholine. Puis ça va aller les neutraliser. Alors, ça va aller, disons, ça va faire ça. Ça va aller les bloquer. L'autre chose, c'est que, aussi, cette partie ici, les anticorps vont aller se lier dans des récepteurs sur les lymphocytes. Alors, les cellules, ils ont des récepteurs, puis ça va dedans. Alors, l'autre théorie, c'est que c'est cette partie-là qui est importante. Puis, ça va aller saturer tous les récepteurs. On en donne tellement, on augmente 5 fois notre montant normal.
avec un traitement. Que ça vient tout bloquer, ça sature. Alors là, le système immunitaire, bien, il se calme. L'avantage des immunoglobulines, c'est que contrairement à la chimio, le système immunitaire reste normal. Puis même, ça protège contre les infections. Sûr que souvent les gens me disent, bien, ils n'ont pas de grippe, ils n'ont plus de pneumonie, tout le monde est malade sauf eux. Parce que, originalement, ça c'était donné pour ceux qui avaient des problèmes immunitaires, qui avaient des déficiences. Alors là, mais quand on en donne des grosses doses, ça calme le système immunitaire, puis ça empêche, ça ne guérit pas, ça contrôle la maladie auto-immunitaire. Bien barré, c'est monophasique, ça veut dire ça vient, ça fait son dommage, ça part. Alors on peut le traiter juste pendant la phase aiguë, puis là on n'en parle plus. Mais dans les myasthénies, ça reste. Alors il faut continuer à traiter. Dans les CIDP ou dans les MMN, les Multiple Motor Neuropathy avec Induction Block, les mononeuropathies avec bloc de conduction, ça reste, puis on neutralise ou on bloque les mauvais anticorps, ou on sature les récepteurs temporairement. Quand on donne les immunos, si disons on regarde les niveaux là, si ça c'est le niveau normal dans le sang, ici, en donnant l'infusion, on va à environ 5 fois la normale. Là. Fois 5. Pas très beau. Puis à peu près à 3 jours, on diminue. Puis à 3 jours, ici on va à 3 semaines. Mais il en reste presque plus là. OK. Alors, c'est pour ça que les gens commencent à avoir des symptômes là, après 3-4 semaines. La faiblesse revient, les engourdissements reviennent. Pas toujours, mais alors, là, on le donne. Moi, j'ai tendance à le donner ici, puis aux 2 semaines, là, entre les deux, pour essayer de garder le niveau plus stable. Mais l'autre option qui est nouveau, c'est qu'on peut le donner en subcutané maintenant, les immunoglobulines, sous la peau. Alors, j'ai des patients qui se donnent les immunoglobulines sous-cutanées 2 fois par semaine. Alors, ils se piquent 4 places, puis ils s'infusent les immunos sous la peau, puis ça aide à garder des doses plus stables aussi. Mais il faut en donner plus, par contre. Alors, l'avantage, c'est que quand on garde des niveaux plus stables, peut-être que ça va être plus efficace à long terme, mais c'est pas prouvé encore. Oui? Est-ce que vous avez de l'information sur les médicaments qui, à Burlington, ils ont eu en septembre un communiqué sur le transderma, un médicament qui devait être testé pour la dystrophie musculaire et du chêne? OK, je pense que c'est ça dont je parlais, là, sur qui affecte la lecture du code génétique. Mais j'ai pas plus d'informations que ça, là. Mais ils sont rendus à des stades d'aller sur des humains. Oui, 174 personnes qui disent qu'ils testent présentement. Puis ils disaient que c'est un médicament qui peut être, peut-être dans les prochains 200 jours, être reconnu au Canada. Versus un 300 jours normal. C'est ce qu'il y avait dans le communiqué. Oui, mais il faut qu'ils fassent leurs preuves avant chez les humains. Typiquement, quand dans le développement, on l'essaye sur des animaux, des humains sains, des humains affectés, après ça, un grand groupe d'humains affectés. Alors, je sais pas, je pense qu'ils sont juste au début, là. Il faut voir, c'est très intéressant. Alors, je pense que la session se termine, à moins qu'il y ait d'autres questions. Moi, j'en aurais une sur l'oculopharyngée. Oui. Vous savez, tantôt, vous parliez de chirurgie, d'opération. Donc, c'est sûr, il y a les yeux, naturellement. Oui. Mais il y a aussi au niveau de la gorge, du cricopharyngée, n'est-ce pas? Oui, une cricomyotomie. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent un muscle
pour aider à la déglutition. Ça ne fait pas une grosse différence. Oui, ça fait une grosse, je l'ai eu, moi. OK. Ça peut faire une grosse différence. Hey, je te dis, je ne mangeais plus grand-chose, puis il me l'a fait, puis après, là, ça descend. Oui, mais avec de l'eau chaude. Avez-vous déjà des problèmes de reflux? Les problèmes de reflux sont là, c'est sûr. Mais On apprend à fonctionner avec le reflux. Puis vous l'avez fait faire où? À Ottawa. Qui l'a fait? André Lamotte. André Lamotte? Ouais, il vient de Sherbrooke, puis lui, il connaissait la maladie, il a fait beaucoup de recherches. Ouais. Il est otorhinolaryngologiste. OK. Puis quand il m'a rencontré, j'allais pour des polypes dans le nez, mais là, il dit, je vais t'opérer. Ça a bien été? Oui, ça va faire 10 OK. ans, là. Ça va faire 10 ans que je l'ai eu. Mais est-ce qu'il accepte des patients du Québec encore? Je ne sais pas. Oui. Ça, je ne sais C'était pas. ma question. Oui. Il l'a fait à ma sœur qui habite à Québec. Typiquement, j'envoie les gens voir les chirurgiens thoraciques pour ça. Oui. Mais je n'ai pas été impressionné par la chirurgie à date. Mais il y en a que ça l'aide, mais c'est pas mirobolant. Là. Mais si ça peut se faire par un ORL à Ottawa, c'est encore mieux, s'il le fait. Ouais. C'est une option, surtout si on vient au stade de soit du gavage ou... Il faut le faire tôt. Il ne faut pas attendre d'être rendu loin, là, gavage. Oui, ça c'est un principe de base là, dans bien des maladies. Si on est pour faire une procédure, il faut le faire tôt, avant même qu'on ait besoin, parce que là on est mieux, on tolère mieux la procédure, puis on peut s'habituer. Mais les gens ont tendance à attendre. Ouais. Puis il y avait une question ici. Qu'est-ce qui arrive au IgG dans le système? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours leur Ils sont métabolisés. C'est une protéine. Comment le corps fait pour décider comment vite il va les métaboliser? Bien, c'est à peu près, c'est toujours la même chose, c'est environ 3 à 4 semaines. C'est métabolisé dans le foie. C'est juste, la moyenne, c'est toujours comme ça, en 3 à 4 semaines, il n'en reste plus. L'effet peut durer plus longtemps que 3 à 4 semaines sur le système immunitaire. Mais pour mesurer l'anticorps, après 3 à 4 semaines, ce n'est pas mesurable. Mais il y en a qui se déplacent aussi dans les tissus. Même si, quand on mesure quelque chose, on mesure juste dans l'espace intravasculaire. Mais on a aussi l'espace extravasculaire. Alors, il doit en avoir beaucoup dans cet espace-là, puis il y en a beaucoup qui se font métaboliser aussi. Pourquoi? C'est juste comme ça que ça se fait. C'est toujours renouvelé.